Da più parti si recava un'impressione generale di stanchezza, di invecchiamento, di un'Europa nonna e non più fertile e vivace. Per cui i grandi ideali che hanno ispirato l'Europa sembrano aver perso forza attrattiva in favore dei tecnicismi burocratici delle sue istituzioni. All'Europa possiamo domandare: dov'è il tuo vigore? Dov'è quella tensione ideale che ha animato e reso grande la tua storia? Dov'è il tuo spirito di intraprendenza curiosa? Dov'è la tua sete di verità che hai finora comunicato al mondo con passione? Voilà l'interpellation du pape François au Parlement européen, au Conseil de l'Europe, un message qui s'adresse aux peuples européens lors d'une visite de moins de 4 heures ici à Strasbourg. Je suis heureux de vous accueillir sur ce plateau installé au cœur du Parlement européen. Derrière cette coupole en bois se situe l'hémicycle où le pape s'est exprimé, puis le Conseil de l'Europe est tout proche, juste de l'autre côté de la rivière. Merci beaucoup, Monsieur le Président Martin Schulz, de nous accueillir ici dans ce Parlement, de nous accorder quelques temps. Je présente aussi les invités qui sont présents, Madame Gabriela Battaini-Dragoni, qui est secrétaire générale adjointe du Conseil de l'Europe, et puis 2 parlementaires, Philippe Lamberts, qui est coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Vous avez succédé à Daniel Cohn-Bendit, et puis Madame Anna Záborská du Parti populaire européen slovaque, donc député européen. Bien sûr, avec vous, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé au cours de ces 4 heures. C'est quand même un message très important, et on vous le doit en quelque sorte, Monsieur Martin Schulz, puisque c'est vous qui avez, à 2 reprises au moins, invité le pape François à venir s'exprimer. Vous vouliez qu'il secoue la vieille Europe. Et bien, c'est chose faite, non? Tout d'abord, je crois que nous tous avons l'impression aujourd'hui que c'est une journée exceptionnelle. C'est un cadeau pour nous. Nous sommes régalés avec la visite du pape, et le discours du pape était exceptionnel. Et pour le clarifier, ce n'était pas moi qui a invité le pape. Moi, j'ai répété une invitation en permanence qui, un de mes prédécesseurs, M. Pöttering, avait déjà exprimé à l'époque au pape Benoît XVI, donc que le pape François a accepté finalement d'y venir. Comme je viens de le dire, c'est un grand honneur pour nous. On dit, puisque vous parlez du pape Benoît XVI, qu'il n'a pas pu venir parce que le climat n'aurait pas été favorable. C'est vrai? C'est spéculatif. Je ne sais pas pourquoi le pape Benoît n'a pas accepté cette invitation à l'époque. Mais ça ne sert à rien d'en réfléchir aujourd'hui. Au contraire, nous nous réjouissons de la présence du pape François aujourd'hui ici. En tout cas, on peut être marqué par ce standing ovation, ces applaudissements nourris, et dans les 2 hémicycles. Hein, Absolument, absolument. Nous étions aussi ravis de la journée extraordinaire et du temps particulièrement axé sur l'inspiration que le pape a eu aujourd'hui devant notre parterre, devant les invités. Et c'est vrai que nous avons beaucoup tenu à ce qu'il vienne, et nous sommes allés en quelque sorte le chercher à Rome. Moi-même et le secrétaire général de notre organisation, nous étions à Rome exprès, au Vatican, pas qu'il vienne seulement pour l'inviter. Au Parlement européen, mais aussi au Conseil de l'Europe. D'autant plus qu'il est le Vatican, pays observateur auprès du Conseil de l'Europe, et que nous avons depuis 1970 une coopération très développée sur laquelle on pourra revenir tout à l'heure. On peut rappeler que l'Union européenne, il y a 28 pays adhérents, 750 parlementaires qui siègent ici. 47 pays sont membres du Conseil de l'Europe. C'est pour rappeler un peu les principes des pays qui ont adhéré tous à la Convention européenne des droits de l'homme. On va bien sûr redécouvrir ça tout au long de cette émission. Philippe Lamberts, vous étiez dans cet hémicycle avec Anna Záborská. Un mot peut-être aussi de cette atmosphère particulière? Une atmosphère particulière aussi pour un pape particulier. Je veux dire, le son que fait entendre François depuis son élection est un son qu'on a plus entendu dans l'Église catholique depuis quand même plusieurs décennies. Le fait d'avoir placé la question de la justice sociale, de la dignité humaine au cœur du discours est véritablement pour moi un bain de jouvence pour l'Église catholique. Chez Jean-Paul II, chez Benoît XVI? Je fais le pari que nous aurions eu ici Benoît XVI. Je pense qu'on aurait parlé la moitié du discours de morale sexuelle. Ça n'a pas été le cas aujourd'hui. Ce qui a constitué la trame du discours, c'est la dignité de l'être humain qui ne peut pas être réduit, a dit François, à un engrenage de la machine économique, un engrenage qu'on jetterait lorsqu'il ne sert plus à rien. On veut faire de l'être humain le centre finalement
de la finalité des politiques publiques finalement. Est-ce que nous sommes capables, nous les politiques, d'être, comme l'a dit le pape François, les gardiens de la fragilité, spécialement soucieux des plus fragiles dans la société. Il nous rappelait finalement notre mission première, et je crois que cet accent mis sur la justice sociale est, je vous dis, un accent que j'aurais voulu entendre de manière beaucoup plus soutenue de la part de l'Église catholique, dont je suis membre depuis que je suis né, ces dernières décennies. Et donc, je suis particulièrement heureux que ce soit lui qui ait accepté l'invitation du Parlement européen. On poursuit notre tour de table, Madame Záborská. Juste pour ajouter, vraiment, c'était une grande journée, c'était une journée exceptionnelle et je félicite notre président, M. Schulz, que c'était lui qui a réussi finalement nous donner cette journée. L'impression dans la salle était que je n'ai jamais vécu pendant les discours solennels. J'avais l'impression que tous les députés regardaient les lèvres, la bouche du pape. Vous êtes parlementaire depuis combien de temps ici? Depuis 2004, depuis l'adhésion de la Slovaquie à l'Union européenne. C'est ma 3e législature. Alors, tout le monde attendait la phrase suivante. C'était tellement riche qu'il regardait qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce que sera le prochain message du pape. Alors, vraiment, et même l'applaudissement, on n'est pas habitué au Parlement à faire les applaudissements formels. Si, ça jamais, peut-être parfois contraire. Et je pense que ce n'était pas que la fête du Parlement européen, mais aussi de toutes les institutions européennes. On avait le président sortant du Conseil, le président de la Commission européenne était présent, alors toutes les institutions européennes avaient l'occasion de fêter cette visite ensemble. Certains médias ont retenu le propos du député Jean-Luc Mélenchon qui se demandait pourquoi il fallait subir le sermon d'un chef religieux. Alors, on voit bien que tout ça est dépassé. Au fond, pourquoi la parole du pape François a suscité autant d'intérêt d'après vous? C'est aussi par contraste, parce qu'on parle de crise de confiance, de crise de l'institution, de difficultés réelles ici? Soyons honnêtes, le pape représente tout d'abord un État associé au Conseil de l'Europe et aux Nations Unies. Donc j'ai invité aussi un chef d'État. Oui, absolument. Mais on ne peut pas séparer la personnalité. C'est toujours le pape d'1 milliard des croyants catholiques sur notre monde. C'est quand même quelque chose. Et pour M. Mélenchon, si vous permettez, on a reçu au Parlement européen le Dalai Lama qui a adressé la plénière. En tout cas, on a vu que ça applaudissait aussi, enfin de gauche à droite. Oui. On retrouve bien d'ailleurs cette unanimité autour du plateau. La large majorité de ses collègues dans son groupe parlementaire ont applaudi, même commencé à applaudir pendant les discours. 2. Je crois les messages du pape sont des messages de leader spirituel des catholiques. Mais ils sont des messages universels qui touchent aussi les cœurs de ceux qui ne sont pas catholiques. Et je m'associe à ce que Mme Záborská vient de dire. Du perchoir, là, je pourrais regarder, et je suis habitué de regarder les collègues, là. Les moments clés étaient ceux où c'était perceptible en plénière que le pape a touché l'âme et les cœurs même des plus durs collègues qui je connais, à qui j'appartiens peut-être moi-même. Alors quel passage, quel propos, quelle parole, pour qu'on rentre un peu dans le vif du sujet. Le moment où il a exprimé la solitude, que nous vivons une société super riche, qui n'a pas de place à l'un côté pour les jeunes, et à l'autre côté pour ceux qui ne sont pas compatibles à cette image jeune et beauté, de la jeunesse et de la beauté qui sont mises à l'écart. Là, à ce moment-là, c'était perceptible que tout le monde a senti à ce moment, voilà, il a raison. Donc c'était un moment vraiment d'honneur pour nous.
Oui, une des maladies que je vois la plus répandue aujourd'hui en Europe est la solitude, précisément de celui qui est privé de lien. Il rappelait l'importance de concevoir la personne comme une personne en lien. Au fond, il y a quand même un réel plaidoyer, d'une certaine manière, contre le libéralisme individualiste, d'une certaine manière. Pour moi, c'était limpide, c'était absolument limpide. Et dans ce sens-là, je trouve que le discours qui est tenu aujourd'hui par le leader de l'Église catholique est un discours qui n'est pas politiquement neutre, et c'est ça qui est intéressant. C'est en effet qu'on aurait pu dire, oui, tout le monde l'a applaudi, comme disait le président, parce qu'il a dit quelque chose en lequel tout le monde peut se retrouver. Ce n'était pas un discours neutre, parce qu'en effet, lorsqu'on conteste le fait qu'on instrumentalise l'être humain, enfin, cette idée de l'homo economicus, c'est-à-dire cette idée de réduire l'être humain à une machine à produire et à consommer, c'est une idée qu'il a rejetée avec force, mais qui est la base de la doctrine orthodoxe de l'Église économique dominante aujourd'hui. Et donc, je pense qu'en effet, il a tenu un discours qui est quelque part, d'une manière très soft, un discours de combat pour remettre l'être humain au cœur de notre société, et pas l'être humain comme la somme, enfin pas une société vue comme la somme d'individus, mais justement des êtres humains en relation les uns avec les autres. Quand il nous a rappelé que la société de droit des droits de l'homme que nous vivons n'est pas une société de droits individuels, ce sont des droits personnels, mais qui se conjuguent à des droits collectifs. Oui, il a fait l'opposition entre les droits individualistes et les droits justement de la personne. Exactement. Madame Battaglini-Dragoni. J'ai beaucoup aimé ce passage, je pense qu'il était très important, et notamment pour une organisation comme la nôtre, parce que, en réalité, aujourd'hui, il nous a rappelé pourquoi il y a des droits de l'homme proclamés tels qu'ils sont et protégés tels qu'ils sont en Europe. Oui, mais il y a de réelles tensions, en réalité, dans vos différentes institutions. Et je dirais plutôt que ces dernières années, ces 20, 50 dernières années, c'est plutôt la loi naturelle, la vision chrétienne, l'anthropologie chrétienne qui en recule. On le voit même au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Non, je n'irai pas aussi loin que cela. Je serai beaucoup plus prudente à m'exprimer quand on parle de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, ce qui nous a, je pense, frappé tous émotionnellement, puisqu'on parlait de cela tout à l'heure, c'est le type de langage qui a été tenu dans sa substance, bien entendu, comme on vient de le dire, mais également dans sa forme. Parce que le pape n'est pas ni un parlementaire, ni un fonctionnaire international, ni un bureaucrate. Et pour moi, il est venu nous dire quelle est la perception qu'il a de nous, responsables des institutions internationales. Il est venu nous dire, réveillez-vous, parce que les choses vont effectivement mal, et parfois, il faut oser. Il faut oser la lutte contre, par exemple, cette solitude, contre les grandes disparités économiques qui existent dans nos sociétés. Et il y a une phrase qui m'a beaucoup touchée de ce point de vue-là, et je trouvais qu'elle était parfaite. C'est quand, en décrivant le système dans lequel l'homme est pris comme un outil pour une fonction quelconque, si cet outil ne fonctionne plus comme il faut, eh bien, on se permet aujourd'hui de le jeter. Et donc, c'était une manière forte de réaffirmer l'humanité de chacun, de remettre l'homme dans une position centrale et de nous faire constater en fait qu'il faut revenir sur des valeurs d'humanisme qui ont été en quelque sorte un peu oubliées parce qu'on est tellement pressé par la situation économique ou par telle et telle autre difficulté que nous avons aujourd'hui en Europe. Oui, l'être humain réduit un bien de consommation à utiliser, effectivement. Oui. Quand on n'en a plus besoin, eh bien, on l'élimine. C'est le cas des malades en phase terminale, des personnes âgées, voilà. Des enfants tués avant de naître. Évidemment, c'est des mots extrêmement forts. Oui, et aussi, je pense, un passage où tout le monde, où tous les collègues applaudissaient, c'était le moment quand il a parlé des immigrés. Quand il nous a appelé de ne pas laisser faire de Méditerranée un cimetière des immigrés, qu'il y a tous les jours les bateaux qui arrivent avec des gens qui ont... Début 2014, plus de 3000 morts en Méditerranée. Qui ont la confiance à nous et parfois même au Parlement, on parle des immigrés, on parle comment les aider, mais après... Les pas suivants manquent. Mais d'abord, il nous a dit qu'il faut être solidaire avec eux. Et ça c'est peut-être qui nous manque. On n'arrive pas
transposer, on dit, dans leur situation. Et peut-être si, et je sais qu'avec les immigrés, la situation n'est pas facile, en Italie ni ailleurs, mais si la première condition est accomplie, si on est solidaire, et on se dit, chacun, on veut faire tout pour leur aider, alors là, on trouve peut-être même les moyens, les solutions, comment régler. Et c'est pas facile. Mais ça, je pense les immigrés et les pauvres, il a comme quelque chose sur les épaules. Il parle très souvent des pauvres et des immigrés. Oui, on voit bien que c'est une marque importante du pontificat. Je voudrais quand même savoir comment ce discours applaudi, qui a suscité l'approbation, il peut se concrétiser dans l'action politique, parce que c'est quand même ça la vraie question. Ouais. Est-ce que ça va changer quelque chose? Vous êtes élu donc à la présidence de ce Parlement européen. Est-ce que vous dites, après ce discours, ça va changer quelque chose dans ma manière de gérer les dossiers? Je ne sais pas, je l'espère, mais je m'en doute. Mes expériences sont on écoute, on applaudit et on continue. Mais il ne faut pas sous-estimer que le pape a une influence considérable. Je crois aujourd'hui, vous l'avez très bien décrit, Philippe aussi, nous dans l'hémicycle, c'était quand même une autre atmosphère comme d'habitude. La sérénité de ce message, aussi l'appel, faites votre travail, faites vos devoirs, prenez votre responsabilité, ça c'était quand même touchant. Donc je crois qu'il y a certainement des collègues qui vont en réfléchir de ce qui s'est passé aujourd'hui, aussi émotionnellement. Je veux, si vous permettez, ajouter un élément. Aujourd'hui a parlé quelqu'un qui est le fils d'un émigrant et d'un immigré. Lors de mon premier rencontre avec le pape au Vatican, l'audience privée que j'ai eue l'année dernière, il a rappelé, moi, je suis le fils d'un émigré italien en Argentine. Alors, dans les discours aujourd'hui, on a remarqué, je le dis dans les cadres catholiques, que le pape François était un archevêque à l'époque latino-américain, oui, qui a peut-être une vue sur l'Europe qui est complètement différente d'une vue de nos Européens que nous l'avons. D'ailleurs, il se permet d'exprimer librement. Et c'était un élément clé de son discours en disant c'est un cadeau précieux, cette idée de l'Europe, qui hors de ce continent compte plus qu'à l'intérieur, et c'est votre devoir des députés européens de changer. Et donc c'était un appel Les Européens direct. ont plus conscience, au fond, de ce qu'ils représentent, de ce qu'ils, des racines qui les nourrit. Il a utilisé cette belle expression de l'arbre, Mathias, poète italien. Absolument. Retrouver ses racines. Alors beaucoup d'observateurs disaient oui, mais le débat sur les racines chrétiennes, il est dépassé, on n'en est plus là, maintenant il faut avancer. Et pourtant, le pape François a considéré que c'était important de rappeler que c'était... Oui, parce que des éléments fondamentaux. Moi, je voudrais dire une chose qui me paraît fondamentale. Ces racines dont il parle, ce sont les racines sur lesquelles les pères fondateurs se sont basés, en définitive, au moment où ils ont décidé, avec le premier pas, de créer le Conseil de l'Europe. Parce que quand vous regardez la Convention européenne des droits de l'homme de 1951, quelle est la base philosophique qui est derrière ce texte? C'est la notion de dignité humaine qu'il a aujourd'hui développée. Donc il a fait le discours qu'il a pu faire parce que déjà en 1949, ce discours était acquis après le désastre de tout ce qui s'était passé dans les décennies précédentes. Donc je pense que là, il nous a montré que les valeurs qui étaient valables en 1949 sont aujourd'hui très importantes encore pour pouvoir envisager notre futur. Donc moi j'étais vraiment très satisfaite de ce lien à travers les décennies comme un fil conducteur. Et il nous rappelait l'importance de protéger ces valeurs. Et chez nous, au Conseil de l'Europe, il a beaucoup parlé de la paix. Il nous a rappelé que la paix, il faut la protéger jour après jour. Et donc il a vraiment souligné cet engagement qui doit être constant dans la défense des valeurs, dans la promotion de
la paix et donc de la dignité humaine. Comment ces valeurs elles se transposent encore une fois de manière concrète, Philippe Lamberts? Dans toutes les politiques que l'on mène ou qu'on ne mène pas. Et en effet, comment est-ce que les choses pourraient continuer comme avant quand on voit que les politiques menées en Europe aujourd'hui se traduisent par 25% de personnes en risque de pauvreté et d'exclusion sociale dans un continent, François nous l'a rappelé, riche? Comment se fait-il que nous avons 27 millions de chômeurs et que le chiffre continue de monter? Il nous a appelé à donner un travail digne à tous, pas simplement faire en sorte qu'ils sortent des statistiques du chômage. Non. La question qui est la question centrale, c'est est-ce que chacun peut avoir un travail digne qui lui permette, un, d'avoir sa dignité, d'apporter sa pierre à l'édifice de la société, et deux, de vivre dignement. C'est pas simplement avoir un mini-job et puis voilà. Donc je pense que ça doit s'incarner dans les politiques que l'on mène et donc à un moment dans une réduction des inégalités, dans une réduction de notre empreinte écologique. Il nous a rappelé que nous pouvons... La planète nous a été donnée et nous pouvons en profiter, mais nous en sommes les gardiens. Alors évidemment, parce que la planète, c'est évidemment, oui. La planète est une des conditions d'une existence digne pour les êtres humains. Et il a montré le lien entre la question sociale et la question environnementale de manière excellente. Donc oui, je pense il dit bien qu'il ne faut pas en rester à une écologie environnementaliste, mais aller jusqu'à une écologie humaine. Mais évidemment, c'est de ça qu'il s'agit. Enfin, tous les Verts ne sont pas d'accord là-dessus. Écoutez, je pense que si vous regardez le groupe de Verts au Parlement européen, nous défendons la planète, pas parce que c'est une jolie planète, il y en a des milliards dans l'univers. La question ne c'est pas là, c'est simplement notre maison. Et donc nous défendons la beauté de notre maison et surtout sa capacité à continuer à nous héberger pour les générations futures. Je veux dire, c'est parce qu'il y a des êtres humains sur cette planète qu'on est attaché à cette planète. C'est pas une sorte d'idéal absolu, parce que dans ce cas-là, il faudrait éliminer la race humaine pour que la planète continue sa route. Sur la question de l'environnement, par exemple, au Conseil de l'Europe, vous traitez très peu parce que les États ont préféré ne pas travailler la question. Non, nous avons une activité très intense dans le domaine de la protection de la biodiversité avec la Convention de Berne et un système quasi juridictionnel des sanctions pour les États qui ne respectent pas des normes fondamentales en matière de protection de biodiversité. Nous avons effectivement, il y a une dizaine d'années, entamé des travaux pour la reconnaissance d'un droit à un environnement sain. Des travaux qui ont bien commencé, mais qui n'ont pas été portés jusqu'à la fin. Pourquoi ? Parce que les droits chez nous, dans le cadre de la Convention européenne des droits de l'homme, ce sont des droits justiciables. Ce ne sont pas que des principes. Pour les États. Et entre-temps, on a fait aussi des conventions pour lutter contre dans le domaine du droit pénal, pour pouvoir punir les éventuelles industries qui pourraient, ou autres acteurs de la société qui pourraient polluer et créer des dégâts dans des États de proximité à cause de éléments toxiques qui seraient mis dans l'eau, etc., etc. Donc on a une action sur la biodiversité qui est constante, qui est très forte. On a encore ce chantier que peut-être un jour va aussi aboutir si on aura la possibilité de développer ultérieurement ensemble la réflexion sur un droit à un environnement sain. Avant de vous laisser partir, Monsieur le Président, parce que vous avez d'autres engagements, peut-être une réaction sur cette question de l'écologie et de l'écologie humaine. Et puis, on a parlé aussi du travail. C'est vrai que on voit bien qu'il y a une difficulté à affirmer sa volonté, ou du moins à la mettre en pratique, encore une fois. Alors souvent, on dit c'est tellement complexe qu'on ne peut rien faire, ou alors on n'y peut rien, et pourtant, il y a bien un moment où il faut agir. Le pape n'est pas, je ne sais pas qui l'a dit vous-même, lors de votre introduction ici, il n'est pas parlementaire, il n'est pas bureaucrate. C'est notre devoir, ce n'est pas le devoir du pape. Le pape nous donne, je répète ce que j'ai dit au début de notre débat aujourd'hui en plénière, c'est un homme qui donne d'orientation dans une époque de désorientation. Et de mettre les choses en ordre, de nous donner une orientation en disant... Ça ne sert à rien du tout de travailler, de discuter de la dignité dans le monde du travail si vous êtes en train d'exterminer la base de votre vie, votre planète. Donc, l'une chose n'exclut pas l'autre, au contraire, c'est complémentaire. Ou introduire, soyons pratiques, introduire dans l'industrie. L'Europe est toujours le continent de l'industrie. La pensée environnementale en disant ceux qui consomment moins
de l'énergie sont les plus efficaces et aident d'autres continents de réduire aussi le risque là pour le changement climatique. Ça, c'est un projet de l'avenir pour l'Europe. Il n'a pas le mis en termes pratiques, mais son message était clair. C'est notre boulot. C'est notre boulot. C'est votre boulot, mais est-ce que vous avez le pouvoir de le faire aujourd'hui? S'il y a une institution qui Parce a que le si vous me pouvoir... dites oui, on attend que vous le fassiez. Si on se dit non, bah, ça renforce les crises des institutions. Non, au contraire. Votre question est bien justifiée. Et s'il y a une institution qui a le pouvoir, c'est le Parlement européen, parce qu'aucun Parlement national peut résoudre ces problèmes. Ce sont des problèmes mondiaux et le cadre européen, que l'Europe puisse jouer son rôle dans ce cadre, c'est défini ici au Parlement européen. C'est donc qu'il y a des résistances. Vous rencontrez des résistances sur ces questions-là? Certainement, certainement. Comme ce discours, par ailleurs, si vous me permettez de revenir à un élément qui Philippe l'a mentionné, tout le monde l'applaudit. Mais le débat sur le contenu était certainement très controversé. Tout à fait. Ça veut dire, c'est un discours, et c'est la raison pourquoi j'ai dit il a donné l'orientation, il n'a pas donné des leçons. Non. Il a donné de l'orientation aussi pour le débat, pour commencer le débat. Donc l'applaudissement ne disait pas que tout le monde était d'accord avec tous les messages. Au contraire, il y avait des moments où c'était visible qu'il y a des réticences à droite ou à gauche. Mais ça marque un grand discours. Si finalement tout le monde applaudit sans que tout le monde est d'accord avec les détails. Merci beaucoup, Martin Schulz, d'avoir été avec nous, aussi nous accueillir dans ce Parlement. On poursuit bien sûr ces débats avec vous. Peut-être Philippe Lamberts, sur ces résistances. Elles sont manifestes par rapport aux éléments qui... Absolument, puisqu'on vit, et il l'a dénoncé lui-même, dans un monde en Europe, dans un débat politique qui met l'économique au cœur de tout. Autrement dit, la fin de toute l'action politique, c'est la croissance économique. Alors qu'il nous rappelle, la fin de toute action politique devait être la dignité de l'être humain. C'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, lorsque on place au pinacle la croissance économique et qu'on dit que toute norme sociale ou toute norme environnementale est un poids, est un fardeau, est quelque chose qui nous empêche, qui handicape la croissance, donc on met le dieu croissance au sommet de tout, et finalement, on soumet la planète et les humains à ce dieu-là. Et il nous appelle à inverser complètement la perspective. Alors, donc, il faut accepter une régulation ? Bien entendu, bien entendu. Et le rôle du politique, c'est précisément de mettre des règles qui nous permettent finalement de vivre en société. Et qu'est-ce que c'est vivre en société? C'est permettre en fait à chaque être humain de trouver sa dignité comme être relationnel et pas simplement comme une machine à accumuler des biens. Et donc là, en effet, ça se place, me semble-t-il, en contradiction avec ce que j'appelais tout à l'heure la doctrine de l'Église économique dominante qui voudrait nous faire croire. Non, mais c'est devenu une véritable religion, avec tous les attributs d'une religion. C'est-à-dire, on croit à des choses qui n'ont pas d'existence. Vous savez, cette espèce d'idée « rendez les riches plus riches parce qu'à la fin, tout le monde en bénéficie », c'est un de ces dogmes... Vous acquiescez, madame Oui, non, c'est un ces dogmes de la religion dominante qui est en fait faux. Ouais. Non, mais je voulais juste dire que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un grand débat au niveau mondial entre des économistes qui nous disent, et ils écrivent constamment sur le fait que les grandes inégalités ne peuvent pas aider les processus de reprise économique et de croissance économique. Et ce qui est fantastique, c'est que, alors que même la Banque mondiale et le FMI aujourd'hui nous disent cela, et qu'ils disent qu'il faut réduire ces inégalités, parce qu'autrement on va dans un mur, et c'est le pape qui vient avec son langage, qui n'est pas le langage d'un économiste, mais qui néanmoins nous dit exactement les mêmes choses, en les positionnant dans sa perspective qui est celle de la dignité humaine. Mais il nous dit exactement les mêmes choses. Donc je trouve que c'est d'une modernité, de ce point de vue-là, extraordinaire. Voilà, on a parlé beaucoup de dignité de la personne humaine. Alors je vais continuer à mettre des choses sur la table. Alors le pape François, lui, en a pas parlé, mais il y a une pétition qui a beaucoup mobilisé un certain nombre de catholiques, en tout cas d'Européens,
européen, la pétition Un de nous, qui a été refusée par la commission Barroso, alors qu'il y avait quoi, Mme Záborská, près de 2 millions de signataires. Et cette pétition, elle demandait que des fonds publics ne servent pas à la destruction délibérée d'embryons humains pour la recherche, en quelque sorte. Je vais raccourcir. Est-ce que vous aviez ça en tête quand le pape François s'exprimait sur la dignité de la personne humaine, Mme Záborská? Oui, il s'exprimait quand il a parlé de cette machine et les petites pièces qui ne servent plus. Et il a mentionné aussi les enfants non-nés. Et ce sont les enfants qui, pendant la grossesse, étaient diagnostiqués une maladie et ces enfants sont avortés. Ou bien il y a beaucoup ce sont surtout les embryons surnumérés pendant la fécondation in vitro qui sont utilisés après pour la recherche. Et justement, cette initiative européenne des citoyens, comme vous dites, la législation de l'Union européenne dit qu'un quart des pays doit collectionner au moins 1 million de signatures. Et d'abord, c'est avec un accord de la Commission européenne. Alors, cette pétition va nous faire un de nous, mise ensemble 28 pays de l'Union européenne, oui. Et 14 pays accompli la limite demandée. Pourtant, finalement, d'abord, la Commission acceptait, collectionnait la Commission européenne, et après arrêter la procédure et 3 ou 4 jours après les élections, dit voilà, on ne va plus continuer. Et là, je vois le devoir de nos députés pour changer cette législation. Parce qu'une fois l'initiative est permis et admise par la Commission, après ça doit être par exemple le Parlement européen qui discute. Oui, et si évidemment, c'est un sujet polémique, en tout cas qui suscite la contradiction. Et d'ailleurs, c'est dans la main en ce moment de la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, mais ce que je voulais souligner, si vous me le permettez très rapidement, c'est que dans le cas du Conseil de l'Europe, parce que depuis 1970, le Vatican participe à toute une série de nos travaux en tant qu'observateur, il ne peut pas voter, mais ils sont très présents dans toute une série de débats. Si nous passons à la question de la bioéthique, par exemple, dans laquelle ils se sont fait remarquer par leur participation, on arrive à des dispositions qui sont maintenant dans la Convention sur la bioéthique, qui est donc un texte contraignant, qui a été amplement ratifié par nos États membres, et dans lequel il y a des dispositions, par exemple, précises sur la question de la manipulation du génome. C'est ce que disait d'ailleurs la Commission Barroso dans sa note. Elle disait « Toutes les normes actuelles sont respectées, elles sont conformes au texte, ceci dit. La pétition allait au-delà des normes actuelles. Enfin, c'était bien la question. Donc, mais est-ce que je peux rappeler d'abord quel est le contenu de cette norme sur la manipulation du génome, pour être clair dans le débat? Cette disposition prévoit que vous pouvez intervenir sur le génome d'une personne si, pour des raisons très précises de santé, cela est nécessaire. Et on peut intervenir effectivement sur le fœtus, parce que ça fait partie de la médecine préventive, mais à une condition essentielle. Et c'est là peut-être où les choses ne sont pas claires pour le public, notamment que par la manipulation que vous faites, vous ne devez nullement modifier par la suite le génome de vos enfants. C'est ça. Et donc là est toute la question de ne pas faire en sorte à ce que des manipulations puissent être faites qui pourront avoir des conséquences pour les générations successives. Donc je tenais à le rappeler. Ça touche aussi à la question du financement public de la recherche sur les embryons surnuméraires. La recherche n'est pas financée par le budget européen. Quand ça détruit délibérément les embryons humains. Parce que dans certains États membres, c'est sous le code pénal. Par exemple, en Slovaquie, on ne peut pas, parce que c'est sous le code pénal, faire des recherches sur les embryons. Mais non contribuables financent dans d'autres États où c'est permis.
chaque État peut faire tout ce qu'il veut, c'est la subsidiarité, mais pas avec mon argent. Et ça, c'était le contenu de cette pétition, de cette initiative. On accueille sur ce plateau Monseigneur Jean-Pierre Gralet, archevêque de Strasbourg. Merci beaucoup de nous rejoindre. Vous êtes aussi représentant de l'épiscopat français à la commission des épiscopats européens. Alors, juste pour poursuivre ce débat, et puis je vous donne la parole dans un instant, sur ce point, à nouveau, de la dignité de la personne, de la bioéthique, il y a des tensions manifestes. Bien sûr qu'il y a des tensions, et moi je ne suis pas des avocats qui disent que parce que quelque chose est techniquement faisable, alors il doit être fait. Donc je pense qu'en effet, il ne faut pas mettre la technique comme le but à atteindre, ça doit être un instrument pour une fin, et de nouveau, cette fin doit être la dignité des êtres humains. Ça, pas mélanger la fin et les moyens. Exactement. Et donc on a tendance parfois, et c'est vrai qu'on entend des choses assez horribles, parce qu'on pourrait cloner un être humain, alors il faudrait le faire. Ben non, ça évidemment, il n'en est pas question. Ceci dit, dans le cas qui nous occupe, mon sentiment, c'est que le point d'équilibre qui a été atteint dans le cadre des programmes européens de recherche est un point d'équilibre dans lequel toutes les familles politiques ont pu se retrouver pendant des années. Et nous avons été avocats de garder ce point d'équilibre-là. On est évidemment dans des zones limites, et c'est toujours difficile de déterminer ce qui est juste et pas juste lorsqu'on est dans des zones limites, mais je pense que le point d'équilibre qu'on avait atteint dans les programmes européens de recherche du FP7 et maintenant d'Horizon 2020 est un point d'équilibre acceptable. Et donc c'est de ce point de vue-là que nous estimions que l'initiative citoyenne européenne, en tout cas politiquement, nous ne la soutenons pas parce que nous pensions que nous avions là un consensus très large au sein des institutions européennes. Alors je comprends la logique qui est de dire, bon, ben, si c'est interdit dans mon pays, je ne veux pas que de l'argent venu de Slovaquie puisse servir, mais là ça devient un débat qui pourrait couvrir beaucoup d'autres domaines de l'activité européenne. Chacun pourrait dire, ah oui, mais moi, comme contribuable, je ne veux pas financer la défense parce que je suis objecteur de conscience, etc. Au fond, la question, c'est quand même du débat transversal entre les pays sur des questions majeures. C'est de savoir s'il peut y avoir des éléments fondamentaux pour l'ensemble de l'Union européenne. Bien sûr, mais comme je dis, dans une société, lorsque nous faisons société, les décisions que prennent les sociétés pour leur ensemble ne sont pas le plus petit commun dénominateur entre ce que chaque citoyen et chaque citoyenne pense. C'est un point d'équilibre qui demande de chacun de faire des concessions par rapport à ses convictions personnelles. Alors on peut considérer que, vu le domaine qui nous occupe, on est dans des concessions par trop essentielles. Je peux entendre l'argument. Mais je pense que, vu ce dont il s'agit réellement en termes de recherche, je pense que là, ce qu'on a atteint comme point d'équilibre est satisfaisant. Ce qui était très impressionnant, une petite phrase. Rapidement, parce que je voudrais qu'on aborde d'autres thèmes. Il faut dire au début, ne collectionnez pas les signatures parce que cette initiative de citoyens ne sera pas acceptée. Mais là-dessus, je vous suis. En effet, il ne faut pas avoir un processus si c'est à la fin pour se foutre de la tête des gens. Ceci dit, sur la pétition des citoyens européens pour éviter que des services essentiels à l'être humain comme l'eau potable ne soit privatisée, ne soit transformée en marchandise, cette initiative citoyenne a été également balayée du revers de la main par la Commission. Et donc là, ça pose la question de l'instrument lui-même. Là, je suis assez d'accord avec vous. Oui. Il y aurait beaucoup à dire sur est-ce qu'on prend nos citoyens au sérieux ou pas. Et donc je respecte l'initiative qui a été prise et je respecte chacun des citoyens européens qui l'a signé. Attention, je peux avoir un désaccord politique avec eux sur ce qu'il faudrait faire, enfin ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, mais débattons-en. Moi, je n'ai pas de problème pour en débattre. On a parlé de cette centralité de la personne humaine que le pape François a rappelé comme essentielle en Europe et même comme fondement de la pensée européenne et même contribution de la pensée européenne à l'humanité. On a du coup décliné sur différents dossiers spécifiques, la question des migrants, du travail, la question de la bioéthique. C'était assez étonnant quand le pape François a parlé d'une famille unie, indissoluble, qui est en mesure et féconde et qui est en mesure de générer de l'espérance dans notre société auprès des jeunes générations. Il y a eu un applaudissement au Parlement européen, ça vous a surpris? Oui, j'étais un peu surpris qu'il y avait un applaudissement spontané, très très fort, peut-être. On va voir si ça va changer au Parlement maintenant. Mais il a bien décrit la famille
qui est la substance principale pour le bien commun de la société. Rapidement, puis après je voudrais faire intervenir Monseigneur Gralet. Dans notre assemblée, lorsque la question de la jeunesse a été mentionnée, il y a eu tout de suite un applaudissement, donc je voulais tout simplement noter la coïncidence sur certains passages d'une espèce d'applaudissement généralisé. Puisque Monseigneur Gralet nous a rejoints, je voudrais qu'on aborde pour cette dernière partie de cet échange, au fond, cette grande proposition du pape François, renouvelée parce que Jean-Paul II l'avait fait, Benoît XVI aussi également l'avait incarné, cette contribution à la culture et cette demande au fait que l'Europe puisse déployer son patrimoine humain, artistique, technique, social, politique, économique, religieux. C'était très beau cette proposition en fait du pape François, cette main tendue d'une certaine manière, hein, comme partenaire. Oui, oui. Oui, on sentait le pape François désireux de s'adresser dans une agora publique et demandant à ce que nous ne désertions pas. C'était déjà les paroles de son prédécesseur, ne pas déserter l'agora déjà du temps de Jean-Paul II. Et c'était repris par Benoît XVI et il y a une belle continuité. Il faut que nous soyons dans le dialogue interculturel et il faut que les chrétiens soient présents dans tous ces croisements qui permettent la fécondité de la pensée. Oui. Je me permettrai d'ailleurs de souligner que parmi les premières conventions du Conseil de l'Europe, après la Convention européenne des droits de l'homme, il y a eu la Convention culturelle européenne. Et c'est la première convention que le Vatican a ratifiée. Et par la suite, il a ratifié d'autres conventions, toutes liées d'une manière ou de l'autre à cette dimension culturelle. Et je voulais aussi rappeler que toute cette question du dialogue interculturel qui aujourd'hui était si bien repris, et notamment dans le discours qu'il a fait au Conseil de l'Europe, je dirais plus amplement que dans le discours qu'il a fait au Parlement européen. Il a commencé par parler de la transversalité d'abord, mais ensuite il est passé au dialogue interculturel, pour en venir également à une activité que nous menons avec le Vatican et d'autres représentations religieuses depuis des années, la dimension religieuse du dialogue interculturel, pour justement essayer de créer cet environnement de confiance mutuelle, de respect et de dignité collective. Oui, d'ailleurs à ce sujet, certains auront évidemment remarqué ce propos qui a été repris dans les deux assemblées, que l'acceptation, la reconnaissance des religions permet de contrer le fondamentalisme religieux. Cette espèce de purification mutuelle des idéologies qui guettent entre foi et raison, religion et société. C'était quelque chose de très beau, Monseigneur Gralet. Hein. Oui, la phrase qu'il avait dit dans le premier discours, l'oubli de Dieu engendre la violence. Hein. C'est-à-dire l'oubli d'une dimension qui donne de l'horizon à l'homme fait qu'il s'enferme dans un espace rétréci. On sait très bien que quand des humains sont dans un espace trop clos, trop rétréci, c'est la violence. Pour avoir vécu dans des pays d'Afrique, j'ai visité le Rwanda 3 ans après le génocide. Une population trop nombreuse sur un trop petit pays, c'était terrible. Et donc les prétextes à l'agacement mutuel, je ne dis pas que c'est la seule raison, il y a beaucoup d'autres causes, mais je crois que nous avons besoin d'un élargissement. Alors le pape François, vous avez parlé d'agora tout à l'heure, mais le pape François a proposé justement cette nouvelle agora. Oui. Il invite à trouver cette nouvelle agora. Et d'ailleurs c'est assez beau parce qu'il y a une continuité entre le discours de Jean-Paul II en 88 ici et le propos du pape François, qui ne nie pas du tout les tensions et au contraire qui disent de ces tensions peut jaillir, de ce dialogue peut jaillir finalement eh bien, les bonnes décisions. Le dialogue, les tensions, elles sont intrinsèques, elles sont nécessaires, elles font partie de la vie de ces institutions. Nous sentons bien qu'un certain nombre de conflits naissent de la méconnaissance des raisons profondes de vivre de l'autre. Hein, c'est vrai. Mais il a plaidé pour l'unité, enfin il a rappelé à l'Europe sa devise d'unité dans la diversité en disant que cette diversité était une richesse. Donc sommes-nous capables d'accepter que les différences sont en fait nourrissent
notre vivre ensemble, plutôt que ne sont une menace pour notre vivre ensemble. Il y a plutôt un recroquevillement sur un repli identitaire, une tentation. Et souvent, il nous a invités à ne pas avoir peur, et je crois que c'est quelque part un plaidoyer aussi un peu contre une sorte d'eurodéprime. Trop souvent, je pense, les Européens rentrent dans le 21e siècle en regardant en arrière vers le 20e, en se disant finalement, nos meilleurs jours sont derrière nous. Ce que le pape nous a invités à faire, c'est de regarder devant nous et de faire confiance à notre capacité de construire notre place au XXIe siècle sans peur, mais en étant plutôt des bâtisseurs de ponts que des constructeurs de murs. Et là, de nouveau, pour moi, c'était un message extraordinairement motivant, je trouve. Et donc, ça peut réveiller le rêve européen. Enfin, ça peut le... Je pense que ce que nous avons entendu aujourd'hui, et je reviens à ce que je disais au départ, c'était surtout un discours d'humanisme, de retourner un peu aux sources et aux valeurs qui nous ont fondés en tant qu'institution européenne, nous rappeler l'actualité de ce message et donc nous donner l'élan dont on a peut-être besoin pour sortir du carcan quotidien. Il nous a invités à être courageux et un courage vers l'utopie. Il a utilisé plusieurs fois le mot utopie dans son discours au Conseil de l'Europe, mais non pas une utopie inutile. Il a bien défini cette utopie, cette nécessité de sortir du cadre ordinaire. Dans un monde matérialiste, ça fait du bien. Voilà, pour aller vers quelque chose de plus élevé. Et je pense mobilisatrice. Voilà, tout à fait, mobilisatrice, parce qu'il faut sortir de l'impasse actuelle. Madame Záborská, puis on s'y va. Oui, c'est juste si on parle quelqu'un qui nous a conseillé de regarder en haut. Comme Platon et devant comme Aristoteles. C'est la transcendance, les deux directions. Et au Conseil de l'Europe, il a utilisé une métaphore, celle d'un arbre qui a des racines très fortes, son tronc, et ensuite qui a des feuillages qui regardent vers le ciel. Donc il est vraiment entre ces deux dimensions et l'équilibre magique à trouver entre ces deux dimensions comme inéluctable si on veut aller de l'avant. Et il a beaucoup d'admiration pour les jeunes générations de politiques ou de jeunes qui s'engagent dans les institutions européennes. Je ne sais pas si ça vous a marqué sur leur aptitude à aborder de front justement ce dialogue. Je pense qu'il a dit aujourd'hui, même si ce ne sont pas ses mots, il a reconnu que la jeunesse européenne aujourd'hui est une génération sacrifiée. Et lui, il est pour le vulnérable. Il va vers celui qui souffre. Il va vers celui qui a cette solitude. Et il a mentionné les jeunes aussi en parlant de solitude. Donc c'est clairement quelque chose qui lui donne à lui aussi confiance. Il a envie de penser à une génération des jeunes avec ses valeurs héritées du passé et qui peut donner un nouvel élan à cette Europe. Donc je ressentis ça comme quelque chose dans lequel il croit vraiment. Alors une Europe interpellée très clairement par le pape François, qui, le président Schulz le rappelait tout à l'heure, qui est à la fois issu de l'immigration européenne, mais qui regarde l'Europe de l'extérieur, de loin. Une Europe interpellée, la question c'est quelle va être au fond la réponse. C'est une grande question et il faut des hommes et des femmes pour ça, pour répondre au fond. Monsieur Gralet. Oui, et le pape Benoît XVI avait déjà dit la politique a besoin d'hommes et de femmes vertueux. Et je trouvais très beau. Et on mesure à quel point cette parole est très très actuelle, avec la découverte assez régulière. Je ne sais pas si c'est dans tous les pays, mais en tout cas ceux que je connais, je vois que régulièrement nous avons le choc de scandale et nous avons besoin de rappeler l'exemplarité des comportements de ceux qui sont aux affaires publiques. Alors c'est vrai qu'il faut des hommes de courage et de vertu, de droiture. Et là, nous pouvons nous entendre, quelles que soient nos racines religieuses ou nos absences de références religieuses. C'est un tronc commun de notre savoir-vivre ensemble. Et puis ensuite, c'est vrai que vous avez tout à l'heure évoqué la centralité de la personne humaine, et on ne peut mettre en valeur la personne humaine que si on fait attention, selon l'expression du pape François, aux périphéries de la personne, c'est-à-dire en direction des êtres fragiles, de ceux qui sont perçus comme moins utiles, parce qu'il a dénoncé extrêmement fortement, et je crois que ici c'était très important, la politique du rejet. C'est terrible, terrible, la culture du rejet.
Je trouve que c'est des paroles très fortes qui sont très, je ne dis pas heureuses, mais il était heureux qu'il dise ces paroles qui dérangent. C'est vrai que nous ne nous rendons pas compte qu'actuellement, on travaille trop sur le principe, si ce n'est pas utile, je jette. Et finalement, ça touche d'abord les objets, ça va toucher les personnes ensuite. Il nous a dit, être député, c'est prendre soin de la fragilité. Et moi, je pense que c'était très juste. Très, très bon. Et très inattendu, au fond, d'une certaine manière. Et au Conseil de l'Europe, il a dit aux juges qui étaient tous présents de la Cour européenne des droits de l'homme, vous avez une grande responsabilité, vous êtes pour moi la conscience de l'Europe. Et donc c'est une manière de passer à l'acte, de le préparer en tout cas en disant aux parlementaires, voilà votre rôle et vous, juges. Alors justement, peut-être j'écoute ce débat. Alors, on avait beaucoup de séances solennelles et de discours solennels dans l'hémicycle. Mais je ne sais pas si vous avez lu et relu le discours depuis ce matin du Saint-Père, mais je n'ai jamais vu qu'on se rappelle autant de phrases. Tout à fait. Presque exactement des discours des têtes d'État ou des invités comme ce soir. Vraiment, c'est pour moi presque un miracle. Alors peut-être pour conclure justement cette édition spéciale, un dernier tour de table, des paroles aux actes. Alors, on ne va pas poser la question aux 800 millions d'habitants représentés par les pays du Conseil de l'Europe ou aux 28 pays concernés, mais à vous, personnellement, est-ce que vous vous êtes dit, en écoutant ce discours et aussi en réfléchissant, que ça va transformer au fond votre manière de prendre vos décisions? On commence par vous, Madame Záborská. Je vous dis mon impression, mais ce n'est pas pendant le discours, c'est après le discours. J'ai rencontré plusieurs collègues dans le couloir qui m'ont dit, maintenant je monte et je imprime le discours, je vais le lire encore une fois. Et je ne suis pas croyant, je suis musulman. J'ai rencontré l'autre, c'est un discours, je ne suis pas croyant, je suis athée, mais c'est un discours qui a donné beaucoup à tout le monde. Et comme ça, c'était jusqu'au déjeuner, 5 personnes qui m'ont dit que l'influence était très très forte. Alors j'espère que même, peut-être on a parlé de l'avenir du Parlement, au moins que si on développe un certain respect entre les croyants et pas croyants, que l'essentiel pour nous, pour tout le monde, pour tous les députés, 751, est le bien commun. Si ça c'est le message, ça suffit. Et puis je me retrouvais vraiment chez moi dans les valeurs développées par François dans son discours. Je pense que ça vous rend plus combatif alors. J'en tire un surcroît d'énergie, certainement. Gabriela Mattaini-Dragoni. Moi, j'ai été frappée par cette expression qu'il utilise souvent de la globalisation de l'indifférence. Je trouvais que c'était un message vraiment très fort et je pense que c'est quelque chose qui va me rester comme slogan, mais qui n'est pas un slogan superficiel, mais qui est un message très fort. Voilà, donc je voulais souligner cet aspect. Monseigneur Gralet, le mot de la fin, et c'est vrai que pour entretenir ce dialogue, il faut aussi qu'il y ait des chrétiens qui s'engagent. Alors il y en a autour de la table, mais c'est vrai que aussi les autres, les catholiques, ne doivent pas tomber dans le scepticisme vis-à-vis des institutions européennes. J'avais envie de vous dire 2 choses en conclusion. D'une part, je suis très touché par cette journée, bien évidemment, avec un homme qui, à partir des convictions de l'Évangile, s'adresse au grand public. L'Évangile n'a pas pris une ride. Quand nous le savons, on dégageait l'essentiel, et dégager de tout intérêt partisan et de tout orgueil. Merci au pape là-dessus. Puis la deuxième chose, je sens une urgence non seulement pour les chrétiens, mais pour tous les hommes, c'est l'urgence de l'écologie. Quelle terre allons-nous laisser? Je suis heureux qu'il ait lancé ce thème dans les 2 discours, l'écologie. Et on pourrait utiliser un autre terme encore de son prédécesseur, l'écologie humaine, c'est-à-dire non seulement tout l'univers,
l'univers créé, tous les êtres vivants, les hommes et les femmes au centre, les personnes fragiles comme les fortes, le plus fort devant protéger le plus faible. Et donc je sens qu'il y a un grand enjeu. Et lorsque je l'ai raccompagné, j'ai dit à notre ministre française de l'écologie, on va se voir l'an prochain. Parce qu'il y a des rendez-vous. Il faut que chrétiens et non chrétiens, gouvernements et non gouvernements, peu importe, il faut que nous réfléchissions tous avec ce Forum mondial du climat qui va se faire à Paris. Merci beaucoup à tous d'avoir participé à cet échange ici au cœur du Parlement européen. Après avoir entamé un voyage en septembre aux périphéries de l'Europe, en Albanie, eh bien, le pape François est donc venu interpeller ici les Européens au cœur des institutions européennes. Vous pouvez retrouver ces deux discours au Parlement européen et au Conseil de l'Europe sur le site internet de KTO, tout comme cette édition spéciale. Merci encore une fois au Parlement pour son accueil. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui a contribué à la préparation de cette émission, aux équipes de KTO mobilisées ici à Strasbourg et bien sûr à Paris. Et merci à vous pour votre fidélité. Très bonne soirée.